Top 1. La jauge stellaire babylonienne. En 1894, lors de fouilles près de l'ancienne cité de Sippar dans l'actuel Irak, des archéologues ont mis au jour les restes d'une structure effondrée que l'on pense avoir servi de site d'observation astronomique. Sous des couches d'argile durcie et d'instruments en pierre brisée, reposait un objet circulaire en bronze, contrairement à tout ce qui avait été documenté auparavant en Mésopotamie. Le disque était soigneusement gravé de cercles concentriques et de centaines de marquages minuscules le long de son bord. Chaque incision était uniforme en profondeur et en espacement, suggérant un savoir-faire délibéré et méthodique plutôt qu'une intention décorative. Lorsque l'artefact fut examiné en détail, les chercheurs découvrirent que l'anneau extérieur divisait un cercle complet en 360 unités primaires, avec des divisions secondaires atteignant moins d'un cinquième de degré. Des reconstructions ultérieures ont montré que l'écart maximal dans la mesure angulaire était inférieur à 0,2 degrés. Ce niveau de précision avoisine celui des outils de calcul astronomique modernes. Pourtant, l'objet est antérieur de plusieurs siècles aux lentilles optiques, aux télescopes et aux engrenages mécaniques. L'analyse métallurgique a daté l'alliage de bronze de la période néo-babylonienne, vers le VIe siècle avant notre ère. Ce qui a intrigué les scientifiques n'était pas la composition elle-même, mais la stabilité de sa surface. Le disque présentait une corrosion minimale malgré des siècles passés sous terre, indiquant un processus de traitement intentionnel qui reste mal compris. Autour de l'objet se trouvaient des fragments de tablettes cunéiformes, enregistrant des observations détaillées du mouvement planétaire. Jupiter et Saturne ont été identifiés par leur nom babylonien traditionnel, tandis que Vénus était décrite à travers sa position changeante à l'aube et au crépuscule. Une tablette décrivait une procédure dans laquelle l'observateur devait faire pivoter le disque d'un nombre fixe de marquages lorsque Vénus apparaissait à une altitude spécifique au-dessus de l'horizon. Le texte prédisait ensuite l'apparition retardée d'une étoile errante rouge dans le ciel austral. Comparée aux simulations astronomiques modernes, la séquence décrite correspondait au modèle de mouvement rétrograde connu. Cela suggère que le disque n'était pas symbolique, mais opérationnel. Il fonctionnait comme un instrument calibré, capable de suivre des cycles célestes prévisibles. Les traces d'usure physique sur le disque indiquent la présence d'un bras rotatif ou d'un pointeur, aujourd'hui disparu, qui aurait permis à l'utilisateur d'aligner les marquages avec les positions observées des étoiles. La disposition implique un système conçu pour une utilisation répétée, sur de longues périodes, peut-être des générations. Il ne s'agissait pas d'une observation occasionnelle, c'était une mesure structurée basée sur des données accumulées. Après son transfert dans une collection européenne pour étude, les références à l'artefact ont progressivement disparu des catalogues publiés. Les premières photographies répertoriées dans les inventaires des musées ont été retirées plus tard sans explication. Certaines tablettes associées auraient été perdues pendant des périodes de conflit, bien qu'aucun registre détaillé des pertes n'ait été publié. Aujourd'hui, le disque original est rarement mentionné dans la littérature académique, et l'accès à la zone d'excavation de Sippar reste fortement restreint. Si cet instrument fonctionnait comme les preuves le suggèrent, il remet en question l'hypothèse selon laquelle l'astronomie antique reposait uniquement sur l'estimation à l'œil nu. Cela soulève la possibilité que les érudits babyloniens opéraient au sein d'un cadre mathématique sophistiqué, capable d'atteindre une précision reproductible. Que cette connaissance se soit développée de manière indépendante ou qu'elle ait été héritée d'une tradition encore plus ancienne reste non résolu. Ce qui est clair, c'est que la précision intégrée à cet objet dépasse ce que l'histoire a longtemps permis à ces civilisations de posséder. Ce n'était ni une légende ni un symbolisme religieux, c'était un appareil de mesure. Et sa disparition des archives
laisse un vide que les explications modernes ne parviennent toujours pas à combler. Top 2. L'obélisque lunaire égyptien. En 1932, lors d'une étude archéologique britannique dans la nécropole de Saqqara, des chercheurs ont excavé un obélisque solitaire enterré près des ruines d'un ancien temple aligné avec la Lune plutôt qu'avec le Soleil. Contrairement aux obélisques monumentaux de Luxor ou de Karnak, ce pilier mesurait à peine 3 mètres de haut, sculpté dans un seul bloc de diorite noir. Ce qui a capté l'attention de l'équipe n'était pas sa taille modeste, mais l'étrange série d'incisions le long de ses arêtes. Des dizaines d'encoches horizontales couraient de la base au sommet, à des intervalles trop subtils pour être décoratifs. Lorsque la lumière du soleil passait à travers le couloir étroit menant à l'obélisque, les ombres rampaient vers le haut le long de la surface de la pierre, s'alignant précisément avec les rainures gravées. Mais ces ombres ne correspondaient pas au cycle solaire. Elles correspondaient aux phases de la Lune. Une étude ultérieure, menée par le physicien Gerald K. Watson, a confirmé que les intervalles d'ombre sur l'obélisque représentaient les mois lunaires synodiques avec une précision déconcertante. Comparées au calendrier lunaire moderne, les lectures de l'appareil affichaient un écart moyen de moins de 10 secondes par cycle complet. Plus intrigant encore, l'obélisque tenait compte de la légère irrégularité de la vitesse orbitale de la Lune, connue aujourd'hui sous le nom de variation de l'apogée et du périgée lunaire. Les encoches se rétrécissaient et s'élargissaient subtilement pour s'adapter à cette fluctuation. On supposait qu'une telle connaissance n'avait été découverte qu'au début de l'ère moderne, grâce à l'observation télescopique et à des siècles de données enregistrées. Les inscriptions à la base du pilier étaient rares. Une seule séquence de glyphes répétée 4 fois disait « L'œil qui marque le souffle de la nuit ». Pas de noms royaux, pas d'offrande, pas de mythe. Juste cette phrase cryptique. Les érudits ont proposé que l'obélisque faisait partie d'un ensemble d'outils sacerdotaux utilisés pour prédire les éclipses lunaires et coordonner les rituels du temple liés au calendrier lunaire. La surface en diorite avait été polie jusqu'à devenir presque aussi lisse qu'un miroir sur un côté, et l'analyse thermique a indiqué que sa température chutait plus rapidement que les pierres environnantes après le coucher du soleil. Ce changement thermique a pu affecter la clarté de l'ombre, créant un marqueur visuel encore plus précis au clair de lune. Dans les années qui ont suivi la découverte initiale, l'obélisque a été retiré et déplacé vers une collection privée pour conservation, apparemment à la demande des responsables des antiquités égyptiennes craignant le vol. Cependant, la documentation de ces mesures et de ces études d'ombre a disparu des archives publiques dans les années 1950. Les articles de Watson, dont la publication était prévue par la British Academy, n'ont jamais été diffusés. Les demandes de réexamen de l'objet ont été refusées, invoquant un manque de documentation suffisante prouvant son importance. La tranchée d'excavation originale a depuis été comblée et pavée dans le cadre d'un plan de restauration plus vaste. Si cet obélisque était bien un tracker lunaire fonctionnel d'une précision à la seconde près, il démantèle la croyance de longue date selon laquelle l'astronomie égyptienne antique était strictement solaire. Cela suggère un système de double calendrier fonctionnant en totale harmonie, non par superstition ou symbolisme, mais par une mesure rigoureuse. Qui l'a construit reste inconnu. Aucune archive de temple ne mentionne un tel dispositif. Aucune structure comparable n'a été trouvée ailleurs. Pourtant, son silence parle toujours. Gravé dans la pierre se trouvait une logique plus ancienne que nos horloges. Et les mains qui l'ont placé savaient mesurer le temps non seulement à la lumière du jour, mais aussi au souffle de la nuit. Top 3. Le disque chinois pointant vers le sud. En 1956, lors de l'excavation d'une épave de la dynastie Han ensevelie sous le limon près du delta du fleuve Yangtze,
Une équipe d'archéologues maritimes chinois a récupéré un disque en bronze, corrodé, enfermé dans un coffre en lac scellé. L'objet, à peu près de la taille d'une paume humaine, ne portait aucun motif ornemental ni calligraphie. À son centre se trouvait un petit pivot avec les restes d'un pointeur en forme d'aiguille, fusionné par l'oxydation. Ce qui semblait initialement être une curiosité de navigation a pris une tournure étrange lorsque les métallurgistes ont déterminé que le disque avait été coulé avec un mélange unique de magnétite et de fer qui conservait la polarité magnétique bien au-delà de la durée de vie de la pierre d'aimant naturelle. Lors de la restauration en laboratoire, le disque s'est révélé être calibré selon les directions cardinales précises avec des marquages incrustés représentant non seulement le nord, le sud, l'est et l'ouest, mais aussi des gradations subtiles, cohérentes avec les cartes azimutales modernes. Sa caractéristique la plus inhabituelle était une série de minuscules indentations formant une spirale visible uniquement sous une lumière rasante. Une fois reconstruit et monté, le pointeur, même dans son état endommagé, a commencé à s'aligner régulièrement vers le sud magnétique. Ce comportement correspondait aux descriptions d'anciens textes chinois qui parlaient d'une cuillère pointant vers le sud, utilisée pour la navigation. Mais jusqu'à cette découverte, ces références étaient considérées comme symboliques ou cérémonielles. Les archives historiques de la période des royaumes combattants mentionnent un ji nan zhen, un instrument directionnel utilisé pendant les campagnes militaires. Cependant, aucun exemple physique survivant n'avait été vérifié. Le disque récupéré, daté au radiocarbone d'environ 200 avant notre ère, semblait remplir ce rôle avec une fonctionnalité pratique. Les tests ont révélé que même dans des conditions de pleine mer simulées dans des réservoirs modernes, le pointeur maintenait son alignement avec les champs magnétiques. Il pouvait guider les navires le long de la côte sans dépendre du positionnement solaire ou des points de repère. Pourtant, les capacités du disque ne s'arrêtaient pas là. Une séquence d'encoches angulaires intégrées à son bord correspondait à la déclinaison du champ magnétique terrestre tel qu'il serait apparu au moment de sa création. Cela suggère que ses concepteurs non seulement comprenaient le magnétisme, mais suivaient sa variabilité géographique au fil du temps. L'implication était extraordinaire. La cartographie de la déclinaison magnétique est un concept qui ne s'est pleinement développé qu'au XVIe siècle. Après l'analyse du disque, celui-ci fut discrètement transféré dans les archives d'un musée national et classé comme patrimoine culturel de haute sensibilité. L'accès fut limité et les chercheurs étrangers se virent refuser les demandes d'études de réplication. Aucune exposition publique n'a suivi. Les références savantes au disque ont cessé après 1962. Un rapport interne de l'équipe d'archéologie a fait surface des années plus tard, indiquant qu'ils avaient trouvé des fragments similaires sur d'autres sites fluviaux, mais que ceux-ci avaient été enterrés à nouveau et laissés non documentés sur ordre de l'État. Si cet artefact a véritablement servi de boussole fonctionnelle avec des ajustements pour la dérive magnétique, il précède la boussole européenne de plus d'un millénaire et redéfinit la chronologie de la navigation technologique. L'idée que les marins chinois aient traversé de vastes étendues d'eau à l'aide de tels instruments gagne un nouveau poids. Cela soulève également une question troublante. Qui a remarqué le premier que la Terre avait un battement de cœur magnétique qui pouvait être mesuré et suivi? Et pourquoi, une fois trouvée, cette connaissance a-t-elle glissé si rapidement à nouveau sous la surface? Top 4. Le calibrateur de gravité grec. En 1901, sur un flanc de colline reculé à l'extérieur des ruines de l'ancienne Épidore, dans le sud de la Grèce, une équipe d'agriculteurs locaux a déterré une dalle de marbre, ne ressemblant à aucune autre trouvée dans la région. Elle paraissait ordinaire au premier abord, mais gravée dans sa surface se trouvait une grille de rainures, formant une matrice précise. Au centre de la dalle se dressait un court poteau vertical, avec des restes d'anneaux de fer incrustés à différentes hauteurs. À leur arrivée,
Les archéologues ont d'abord supposé que la structure faisait partie d'un cadran solaire ou d'un autel rituel. Mais un examen plus approfondi a révélé un but différent. L'alignement du poteau était trop précis pour être religieux. Il pointait directement vers la verticale gravitationnelle locale, confirmée par des instruments laser apportés des décennies plus tard. Ce qui rendait le site remarquable n'était pas sa symétrie, mais ce qui a été trouvé à proximité. Une collection de sphères de pierre polies, chacune de volumes identiques, mais de masses différentes. Lorsqu'elles étaient suspendues au poteau central, à l'aide de cordes de longueur égale, les sphères produisaient des angles de déflexion subtilement différents selon l'endroit où elles étaient placées sur la grille. L'appareil fonctionnait comme un comparateur. Il mesurait la variance de l'attraction gravitationnelle locale en observant comment chaque poids réagissait à d'infimes différences de pente et d'orientation. Des géophysiciens de l'Université d'Athènes ont étudié le site dans les années 1980 et ont confirmé que l'instrument pouvait détecter des anomalies gravitationnelles avec une marge de 0,005 newton. Le paysage environnant, s'est-il avéré, comprenait une importante faille souterraine et un amas de gisements de minerais magnétiques. Le calibrateur antique, par accident ou par conception, avait été construit directement au-dessus de cette intersection. Il permettait à ses utilisateurs de cartographier la subtile attraction de la masse terrestre sur différents matériaux. De telles mesures nécessiteraient non seulement de l'observation, mais aussi une compréhension mathématique de la force, du couple et de la répartition des masses. Les Grecs ont longtemps été crédités d'une physique rudimentaire à travers des figures comme Archimède, mais ce dispositif suggérait quelque chose de plus profond. Il impliquait une expérimentation pratique du comportement gravitationnel des siècles avant la théorie newtonienne. Lors d'une conférence en 1993, un physicien a présenté un modèle du calibrateur comme outil pédagogique, suggérant qu'il avait pu être utilisé dans des contextes universitaires précoces. En l'espace d'un an, le site a été déclaré interdit aux visiteurs, sous prétexte de préserver les mosaïques voisines. Le financement de la poursuite des fouilles a été retiré. La dalle de marbre a été transférée dans les réserves d'un musée et n'a jamais été exposée publiquement. Les érudits qui avaient publié les premières analyses de la structure ont cessé d'y faire référence dans leurs travaux futurs. Aucune mention d'un tel dispositif n'existe dans les textes anciens. Pourtant, sa conception témoigne d'une intention indéniable. Il a été construit non pour adorer, mais pour observer, non pour symboliser, mais pour mesurer. Et dans son silence réside une connaissance du poids, du mouvement et de la force bien en avance sur son temps. Quelqu'un s'est tenu un jour sur ce flanc de colline, regardant une pierre osciller contre une grille, apprenant comment la Terre tirait, et là où son attraction s'affaiblissait. Top 5. Le cercle de pierre magnétique du Northumberland. En 1977, un groupe de géophysiciens étudiant des anomalies magnétiques dans le nord de l'Angleterre est tombé sur une formation rocheuse particulière enfouie sous des couches de mousse et de terre. Située dans une vallée isolée près du village d'Elsdon, la structure formait un cercle presque parfait de pierres dressées, chacune mesurant environ 2 mètres de haut. À première vue, elle ressemblait aux nombreux henge néolithiques dispersés à travers la Grande-Bretagne. Mais ce cercle n'avait jamais été répertorié, et les instruments que l'équipe transportait ont commencé à mal fonctionner dès qu'ils ont franchi son périmètre. Les aiguilles des boussoles tournèrent de manière erratique. Les magnétomètres affichaient des lectures fluctuantes toutes les quelques secondes. Même les montres analogiques commençaient à ralentir ou à s'arrêter complètement lorsqu'elles étaient placées sur la pierre centrale. Soupçonnant une cause naturelle, l'équipe a effectué des carottages et a découvert quelque chose d'inattendu. Chaque pierre contenait des traces significatives de magnétite et d'hématite, orientées de manière à concentrer le flux magnétique local vers l'intérieur du cercle.
Il ne s'agissait pas d'un dépôt aléatoire de pierres. Le matériau provenait de plusieurs kilomètres de là, de carrières connues pour contenir de fortes concentrations de minéraux magnétiques. Des analyses plus poussées ont révélé que les pierres avaient été positionnées pour correspondre à la déclinaison magnétique locale telle qu'elle serait apparue vers 2500 avant notre ère. En d'autres termes, les bâtisseurs avaient aligné la structure non pas sur les étoiles ou les solstices, mais sur le champ magnétique invisible de la Terre elle-même. Aucun outil ni texte de cette époque ne suggère qu'une telle connaissance existait. Pourtant, la précision de l'alignement laissait peu de place au hasard. Des tests acoustiques ont révélé que certaines tonalités, lorsqu'elles étaient jouées à l'intérieur du cercle, produisaient des ondes stationnaires qui semblaient interagir avec la distorsion magnétique. Un chercheur a ressenti des vertiges et des nausées après seulement 15 minutes à l'intérieur de la formation. D'autres ont rapporté de brèves hallucinations auditives ou une désorientation. Une expérience contrôlée avec des rats de laboratoire a montré des réponses de stress élevées lorsqu'ils étaient confinés dans le champ, même sans stimulus visible. Lorsque la découverte a été publiée dans une revue scientifique l'année suivante, la réaction a été immédiate. Le site a été fermé à toute étude ultérieure par le ministère de l'Environnement. L'accès a été interdit sous la désignation de zone de protection archéologique et tout l'équipement magnétique utilisé sur le site a été confisqué pour un examen de calibrage. Le rapport original a ensuite été retiré des archives numériques et les références ultérieures au cercle ont été discrètement omises des relevés archéologiques de la région. Quel était le but d'une telle structure? S'agissait-il d'un ancien observatoire du comportement magnétique de la Terre ou d'un espace délibérément conçu pour interagir avec la perception biologique? L'idée que les cultures néolithiques puissent détecter et manipuler les champs géomagnétiques est considérée comme peu plausible selon les normes modernes. Pourtant, la preuve repose dans la pierre. Froide, alignée et vrombissant faiblement d'une force invisible. Si nos ancêtres savaient ressentir le pouls de la Terre elle-même, alors la frontière entre le rituel et la science est peut-être bien plus floue que l'histoire ne l'a jamais admis. Top 6. L'horloge à eau de Harappa. En 1926, lors de fouilles sur le site de la vallée de l'Indus à Lothal, dans l'actuel Gujarat, en Inde, des archéologues ont découvert une chambre rectangulaire sculptée dans le sol en pierre de ce que l'on pensait être un complexe administratif. À l'intérieur de cette chambre se trouvait une série de bols en céramique polie, disposés selon un motif linéaire strict et positionnés sous un canal étroit qui laissait l'eau s'écouler à un rythme régulier. Bien qu'initialement répertoriés comme des récipients rituels, la géométrie de l'installation a soulevé des questions. Chaque bol avait un minuscule trou à sa base, précisément centré et de diamètre uniforme. Testés avec un débit d'eau contrôlé, les bols se remplissaient et se vidaient à des intervalles parfaitement chronométrés. Les chercheurs ont vite compris que l'installation fonctionnait comme une clepsydre, une horloge à eau, précédant de plusieurs siècles des dispositifs similaires en Égypte ou à Babylone. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un outil de chronométrage. Gravées sur les parois intérieures de la chambre se trouvaient des rainures calibrées qui s'alignaient avec le niveau de l'eau dans les bols à différents moments du jour et de la nuit. Ces marqueurs correspondaient à des divisions du temps cohérentes avec un cycle de 24 heures, suggérant une compréhension avancée du mouvement diurne. D'autres preuves ont émergé de seaux et de tablettes à proximité, portant des symboles interprétés comme des marqueurs numériques. L'espacement entre les bols permettait un débordement en cascade, ce qui signifie que le remplissage d'un bol déclenchait le suivant, créant un mécanisme de chronométrage passif et continu. En pratique, l'appareil aurait pu mesurer le temps sur plusieurs heures sans supervision. Des ingénieurs modernes ont estimé l'écart de chronométrage de l'horloge
à moins d'une minute par heure. Un niveau de précision étonnant pour un système basé uniquement sur la gravité et la dynamique des fluides. Ce qui a encore plus stupéfié les chercheurs était l'intégration du dispositif au sein de l'architecture du bâtiment. Des canaux en pierre reliaient l'horloge à eau à un réservoir souterrain, assurant une pression et une température constantes. Un étalonnage saisonnier était apparemment intégré dans la profondeur du placement des bols. À mesure que l'angle du soleil changeait au fil des mois, les ombres portées sur le mur de la chambre croisaient les rainures gravées à différents points, permettant une synchronisation visuelle avec le temps solaire. Malgré l'importance de la découverte, peu de mentions en ont été faites dans le discours archéologique mondial. Les bols ont été déplacés dans les archives d'un musée sans exposition officielle, et la chambre a été plus tard remplie de béton lors d'efforts de stabilisation du site. Une analyse détaillée soumise à une revue académique britannique a été rejetée pour manque de contexte comparatif suffisant. Des tentatives ultérieures de modéliser l'appareil numériquement ont été discrètement abandonnées, et les références à la structure dans les brochures officielles du site de l'OTAL ont été supprimées à la fin des années 1990. Si la civilisation de Harappa a développé et utilisé de tels dispositifs de chronométrage, cela repositionne sa société comme étant non seulement alphabétisée et urbanisée, mais aussi chronologiquement précise. La présence du temps en tant que quantité mesurée, intégrée aux opérations quotidiennes, suggère une planification complexe, une coordination du travail et une conscience astronomique. Ce n'était pas un sanctuaire. C'était une machine qui comptait les heures avec de l'eau, de la pierre et du silence. Et à mesure que chaque goutte tombait, elle marquait une civilisation non seulement vivante, mais en avance sur son temps. Top 7. Le traqueur d'ombre. NCA. En 1961, une équipe de géomètres péruviens travaillant dans les hautes terres près d'Ollantaytambo est tombée sur une série particulière de piliers en pierre disposés le long d'une étroite crête montagneuse. À première vue, ils ressemblaient à des vestiges typiques de l'architecture cérémonielle inca. Mais l'une des structures se distinguait. Un grand monolithe, sculpté d'une série de lignes horizontales le long de sa face orientale et orienté précisément vers l'horizon. Lorsque la lumière du soleil passait à travers les sommets environnants à l'aube et au crépuscule, les ombres tombaient le long des rainures selon un schéma très cohérent. Au cours des mois suivants, des chercheurs de l'Université nationale de San Marcos ont observé le site pendant les équinoxes et les solstices. Ce qu'ils ont découvert les a stupéfiés. Les positions des ombres correspondaient exactement aux positions solaires connues tout au long de l'année. Mais plus remarquable encore, les marquages suivaient également le lever héliaque d'étoiles clés de l'hémisphère sud, notamment Sirius et Canope, souvent à un jour près de leur apparition réelle dans le ciel de l'aube. Ce monolithe fonctionnait non seulement comme un calendrier solaire, mais comme un système de suivi combiné solaire et stellaire. Il s'alignait sur le système des Sucs Incas, un réseau de lignes invisibles rayonnant depuis Cusco utilisé pour organiser les sanctuaires, les sites agricoles et le chronométrage. L'angle et l'élévation de la pierre lui permettaient de fonctionner toute l'année, même par matin couvert, en utilisant la lumière diffuse pour projeter des gradients d'ombre mesurables le long de sa face. Les ruines voisines comprenaient une place en contrebas, avec des canaux de drainage et des plateformes cérémonielles, suggérant que l'ensemble du complexe avait pu fonctionner comme un observatoire temporel. Une caractéristique, un banc de pierre lisse directement aligné avec la base du monolithe, s'est avéré se réchauffer légèrement plus tôt que les roches environnantes à l'aube lors des solstices. Des mesures infrarouges ont révélé qu'il absorbait et réémettait de la chaleur en alignement avec les événements solaires, servant peut-être de signal thermique pour le chronométrage rituel ou agricole. La découverte a été formellement documentée dans une série d'articles académiques tout au long des années 1970. Cependant, après la publication d'un article en 1978,
Liant le site à des systèmes de navigation stellaire précolombiens, l'accès à la crête a été restreint par le ministère péruvien de la Culture, invoquant des préoccupations de préservation. Dans les décennies qui ont suivi, l'imagerie satellite a montré que de nouveaux sentiers ont été tracés à travers la zone, peut-être par des équipes de construction travaillant sur des projets d'infrastructure sans rapport. Le monolithe original de suivi des ombres gît désormais partiellement obscurci par des débris et n'a plus été exposé publiquement ni étudié depuis lors. Si les Incas ont conçu cette structure pour suivre les mouvements solaires et stellaires avec une telle précision, cela suggère une compréhension bien plus profonde de la mécanique céleste qu'on ne le reconnaissait auparavant. Sans télescope ni cartes stellaires écrites, ils ont créé un calendrier fonctionnel gravé dans la pierre, lisible uniquement par l'ombre et la patience. Et pourtant, il n'a pas été laissé au sommet d'une montagne sacrée, ni scellé dans l'or. Il se dressait ouvertement sur une crête, observant le ciel, comptant les jours et les étoiles avec des lignes que seul le soleil pouvait lire. Top 8. La barre étalon mésopotamienne. En 1910, des archéologues allemands travaillant dans l'ancienne cité d'Ur ont découvert une chambre scellée sous ce qui avait été autrefois le quartier administratif du complexe du temple. À l'intérieur, parmi des tablettes et des registres consignant les inventaires de grains et les quotas de main-d'œuvre, ils ont découvert une unique barre de bronze reposant dans un berceau de grès. La barre mesurait 50,8 cm de long, était lisse sur toute sa longueur et ne portait aucune inscription à l'exception de 2 minuscules triangles incrustés à chaque extrémité. Au début, on a supposé qu'il s'agissait d'un bâton de cérémonie ou d'un objet symbolique. Mais une analyse plus approfondie a révélé quelque chose de bien plus étrange. Lorsqu'elle était exposée à des températures variables, la barre maintenait sa longueur pratiquement sans aucune dilatation thermique. Des métallurgistes ont déterminé plus tard qu'elle était composée d'un alliage contenant de l'étain, du cuivre et des traces d'arsenic, une combinaison qui produisait une structure moléculaire exceptionnellement stable. Cela permettait à la barre de résister à la déformation dans une large gamme de conditions environnementales, une propriété qui n'a été reproduite qu'avec le développement des alliages d'invar modernes au XXe siècle. Les chercheurs ont commencé à spéculer sur son usage. Comparé aux unités de mesure enregistrées sur les tablettes cunéiformes voisines, la barre correspondait presque exactement à ce que les Sumériens appelaient un cus, une unité de longueur standardisée utilisée dans la construction et l'arpentage. Mais cette standardisation paraissait bien plus rigoureuse qu'on ne le pensait auparavant. Les marquages et les registres montraient des mesures enregistrées avec une précision millimétrique. Certaines entrées mentionnaient même des corrections pour la pente et la courbure sur de grandes distances. Ce niveau de précision dans une société de l'âge du bronze posait un dilemme. Sans instruments optiques ni modélisation mathématique, comment les arpenteurs de Tuur pouvaient-ils produire des plans architecturaux avec des tolérances qui rivalisaient avec les premières normes industrielles? Certains théoriciens ont proposé que la barre faisait partie d'un ensemble d'outils plus vastes, comprenant peut-être des fils à plomb, des cordes calibrées ou des cadres de nivellement aujourd'hui perdus. Après sa récupération, la barre fut envoyée à Berlin pour conservation et étude. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le musée qui l'abritait fut bombardé et l'objet fut considéré comme détruit. Des décennies plus tard, cependant, une barre similaire est apparue dans une caisse non marquée, lors d'un effort de catalogage dans des archives distinctes à Dresde. Ses dimensions et sa composition correspondaient à l'original, mais aucune documentation n'existait pour vérifier son identité. La caisse a ensuite été scellée et son contenu reclassé sous accès restreint. S'il s'agissait bien d'un étalon de référence mésopotamien, cela suggère un système de mesure centralisé et une culture scientifique capable de comprendre et de compenser le comportement des matériaux sous stress environnemental.
Ce n'était pas une simple approximation, c'était de la métrologie, la science de la mesure, développée des milliers d'années avant que l'on ne croie qu'elle existât. Non pas comme une abstraction, ni comme un rituel, mais comme une règle physique, une barre de vérité fixe dans un monde mouvant. Oubliée, enterrée et presque effacée, elle est peut-être le plus ancien murmure survivant de ce que nous appelons aujourd'hui la précision. Top 9. La grille astronomique Maya. En 1933, lors d'un relevé aérien des hautes terres guatémaltèques, un cartographe travaillant avec une expédition britannique remarqua un motif gravé dans un plateau à l'extérieur de l'ancien site du Uaxactún. Au niveau du sol, les marquages étaient presque imperceptibles, perdus au milieu de la végétation sauvage et du calcaire fracturé. Mais depuis les airs, le motif se résolvait en une grille géométrique de marqueurs de pierre, disposée en un arc majestueux qui s'étendait sur près de 200 mètres le long du bord du plateau. Lorsque les archéologues ont dégagé le site, ils ont découvert une séquence de colonnes de pierre alignées, chacune mesurant moins d'1 mètre de haut, positionnées avec une uniformité saisissante. Les intervalles entre elles n'étaient pas arbitraires. Ils correspondaient aux séparations angulaires entre les positions clés de Vénus tout au long de son cycle synodique, un schéma complexe de 584 jours que les Mayas avaient suivi avec une précision obsessionnelle. Chaque colonne projetait une ombre qui tombait sur des pierres de marquage spécifiques uniquement à certains moments de l'année, en particulier lors des apparitions de Vénus à l'aube et de sa disparition derrière le Soleil. Ce qui a stupéfié les chercheurs, c'est la rigueur avec laquelle la grille correspondait aux données astronomiques. Les colonnes n'étaient pas de simples indicateurs de lever de soleil. Elles suivaient les positions azimutales de lever et de coucher de Vénus, intégrant son mouvement rétrograde périodique et ses fluctuations de luminosité. Le site fonctionnait essentiellement comme un observatoire vénusien, des siècles avant l'invention des lentilles ou des instruments télescopiques. Des codex mayas auparavant rejetés comme symboliques ont été réexaminés à la lumière de la découverte de la grille. Le codex de Dresde, par exemple, contenait des tableaux suivant Vénus avec une précision d'1 jour sur des périodes de plusieurs années. La grille du Uaxactún a prouvé que ces enregistrements n'étaient pas théoriques. Ils étaient liés à des mesures directes et répétées. Les angles d'ombre sur la plateforme correspondaient aux données des cycles d'éclipses et éclairaient le calendrier des rituels et des décisions agricoles. Des physiciens qui ont visité le site dans les années 1970 ont mené une analyse angulaire à l'aide d'instruments à haute résolution. Leurs conclusions ont confirmé que les marqueurs les plus extérieurs de la grille compensaient le déplacement apparent de la planète dû à la réfraction atmosphérique, un phénomène que même les observateurs d'étoiles modernes doivent corriger. Les implications étaient troublantes. Les bâtisseurs avaient non seulement cartographié les corps célestes, mais comprenaient et corrigeaient les distorsions causées par l'atmosphère même de la Terre. Peu de temps après la publication de ces résultats, le site fut brusquement fermé pour protection environnementale et subit plus tard de lourds dommages dus à des excavations illégales et au pillage. L'imagerie satellite des années 1990 a révélé que des sections du plateau avaient été dégagées pour le développement d'infrastructures, effaçant des portions de la grille. Aujourd'hui, seule une documentation partielle de sa disposition subsiste, et la plupart des pierres originales sont soit déplacées, soit manquantes. Si cette grille fonctionnait véritablement comme un observatoire de précision sans optique, elle brise les certitudes sur les limites de la science précolombienne. Les Mayas ne spéculaient pas sur les cieux. Ils les mesuraient, année après année, siècle après siècle, avec des pierres fixes et des cieux mouvants. Et dans ce mouvement, ils ont trouvé un rythme. Pas un mythe, pas une métaphore, mais des données écrites dans l'ombre et la pierre, bien avant que les chronomètres et les télescopes
ne puisse les rattraper. Top 10. La chambre à écho nabatéenne. En 1998, une équipe conjointe d'archéologues jordaniens et italiens, explorant un système de canyons inexploré près de Petra, est tombée sur une chambre taillée dans la roche scellée derrière un glissement de terrain naturel. Son extérieur présentait des marquages minimaux, mais une fois à l'intérieur, l'équipe a découvert une pièce de forme ovale, précisément taillée directement dans le grès, avec des parois polies d'un lissage inhabituel. Ce qui a immédiatement attiré l'attention, cependant, n'était pas la géométrie de la structure, mais son acoustique. Lorsqu'un des membres de l'équipe parlait à voix haute, l'écho ne revenait pas après un délai, mais sous la forme d'un bourdonnement à basse fréquence, comme si les murs eux-mêmes vibraient en réponse. Les premiers tests audio ont révélé que certaines fréquences, en particulier celles correspondant au registre grave de la voix humaine, résonnaient à travers la chambre en ondes stationnaires. Une phrase chuchotée à une extrémité devenait un murmure clair à l'autre. Plus bizarre encore, des bruits de pas près du centre déclenchaient une impulsion audible qui se répétait à intervalles réguliers, s'atténuant progressivement comme un sonar. Des ingénieurs du son ont conclu plus tard que la pièce avait été délibérément façonnée pour amplifier et moduler le son selon des schémas prévisibles, concentrant l'énergie acoustique vers deux points focaux sculptés dans les murs opposés. Des fragments de pierre à l'entrée portaient des inscriptions nabatéennes suggérant que la chambre s'appelait autrefois la maison du souffle. Les Bédouins locaux évitèrent la zone, la désignant comme l'endroit où les voix reviennent déformées. Aucune iconographie religieuse n'a été trouvée à l'intérieur. Aucun autel ni symbole, seulement un bassin peu profond creusé dans le sol avec un canal de drainage menant à un puits souterrain plus profond. Lorsque des géophysiciens ont cartographié les couches rocheuses environnantes, ils ont découvert que le canyon se trouvait au-dessus d'un amas dense de gisements de magnétite et de fer. Ces minéraux créaient des fluctuations magnétiques subtiles qui, combinées à l'acoustique de la chambre, ont pu affecter la perception humaine. Plusieurs visiteurs ont rapporté des vertiges momentanés, une distorsion sensorielle et, dans un cas, une perte temporaire de conscience directionnelle, après un temps prolongé à l'intérieur. Curieusement, la forme de la chambre présentait une forte ressemblance avec les conceptions anéchoïques modernes utilisées dans le calibrage des sonars et la recherche acoustique. Sa structure éliminait les bruits externes tout en renforçant la résonance interne. Que cela soit le résultat d'une conception empirique ou d'une tradition architecturale héritée reste inconnu. Peu de temps après que ses propriétés acoustiques furent rendues publiques, la chambre fut fermée par le département des Antiquités de Jordanie pour des raisons de sécurité. L'accès fut interdit indéfiniment et les conclusions publiées furent retirées des sites officiels. Une partie de l'équipement acoustique utilisé pendant l'étude fut confisquée pour des raisons non divulguées. À ce jour, aucune institution académique n'a reçu l'autorisation de rentrer ou de reproduire les expériences. Si les Nabatéens ont construit cette structure intentionnellement, ils ont peut-être expérimenté le son d'une manière que nous avons encore du mal à comprendre. Que ce soit pour la communication, la guérison ou la modulation de la perception, la chambre servait un but bien au-delà de la cérémonie. Elle mesurait les échos, elle façonnait le silence, et ce faisant, elle a peut-être capturé l'invisible, non pas dans la lumière ou la pierre, mais dans la vibration, la fréquence et la résonance que la science moderne commence seulement à quantifier. Ces 10 dispositifs anciens ne représentent pas des curiosités isolées ou des légendes exagérées. Ils révèlent un schéma troublant, un fil conducteur de précision extraordinaire dans des cultures longtemps considérées comme primitives. Il ne s'agit pas d'une collection dispersée d'anomalies étranges. C'est une tapisserie mondiale de systèmes de mesure qui défie nos attentes historiques. Chaque artefact
qu'ils soient sculptés dans la pierre ou forgés dans le métal, démontrent une maîtrise intentionnelle des forces naturelles: gravité, temps, magnétisme, astronomie, avec un niveau de précision qui rivalisait ou surpassait ce que le monde moderne a réalisé jusqu'au siècle récent. Ce n'étaient pas des rituels déguisés en science, c'étaient des instruments scientifiques classés à tort comme des mythes. La suppression et la disparition de ces dispositifs de la conscience générale ne sont pas une coïncidence. Rapports perdus, sites fermés, objets reclassés ou réenterrés. À travers les cultures et les siècles, un voile de silence suit chaque découverte, suggérant que nos ancêtres en savaient peut-être plus que nous ne le permettons. Les institutions académiques les ont qualifiés de cas marginaux. Les musées les ont stockés dans des sous-sols. Les gouvernements ont restreint l'accès sous le voile de la conservation. Et pourtant, les questions demeurent. Que se serait-il passé si ces connaissances avaient été préservées? Si l'obélisque lunaire avait façonné notre compréhension de la mesure du temps? Si les cercles de pierre magnétique avaient éclairé notre compréhension de la santé géomagnétique? Si les horloges à eau de Harappa avaient inspiré l'hydrodynamique moderne? Dans chaque cas, nous n'avons pas seulement perdu des objets. Nous avons perdu des opportunités de penser différemment, d'apprendre plus vite, d'évoluer plus tôt. Et si cette suppression n'était pas purement accidentelle? Et si nous étions encore entourés de mécanismes d'omission? Les technologies qui pourraient changer notre trajectoire existent peut-être encore. Enterrées, oubliées ou discrètement verrouillées. Ceux qui essaient de parler sont écartés. Ceux qui interrogent trop fort sont ignorés. Ceux qui essaient de mesurer trop profondément se font dire qu'ils se trompent. La tragédie n'est pas que ces outils aient été créés. La tragédie est qu'ils aient été cachés, parce qu'admettre leur existence revient à réécrire nos hypothèses sur le potentiel humain. La question n'est plus de savoir si une telle précision existait. La question est de savoir pourquoi nous n'étions jamais censés la trouver. Si ces récits de précision perdue ont changé votre regard sur le monde antique, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous nous consacrons à mettre au jour l'histoire qui a été systématiquement enterrée. Plantons ensemble les graines du futur. Le prochain trésor caché sera révélé bientôt.